L'émission L'invité de Radio CHU sera consacrée à faire connaître à nos auditeurs le personnage qui se cache derrière la voix qui anime les chroniques insolites du passé. Bonjour, Christian Massé. Bonjour. Merci de nous consacrer ce moment. Vos auditeurs ne vous connaissent que par votre voix. Et aujourd'hui, nous allons tenter de les éclairer sur votre vie et sur vos hobbies. Vous avez fait éditer un livre regroupant diverses chroniques que vous avez faites et en exergue du titre, vous écrivez « Tout ce que les profs n'ont pas voulu ou pas pu vous dire, j'ai beaucoup apprécié le pas voulu. » Car c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'écoutons pas trop nos professeurs d'histoire, parce qu'ils nous parlaient d'une période morte pour nous enfants, alors qu'il s'était passé plein de petits faits qui nous auraient sûrement passionnés. Venons-en à vous personnellement. Êtes-vous né à Bordeaux ? Oui, je suis né à Bordeaux. Et vous y avez fait vos études ? Non, j'ai fait mes études dans la région parisienne. Ah bon, vous aviez déménagé ? Enfin, mes études. J'ai qu'un BEPC. Il y en a beaucoup qui l'aimeraient. Enfin, à l'époque, le BEPC, c'était ça avait une valeur. Amplement le niveau bac, oui. Et est-ce que c'est pendant ces courtes études que la passion de l'histoire vous est venue ? Oui et non. Alors, oui, parce que j'ai eu la chance de tomber sur des profs d'histoire qui étaient particulièrement intéressants, qui ont su m'intéresser à l'histoire. Mais la plus grande partie de ma culture au niveau historique s'est passée après, parce que à 15 ans, entre guillemets, je marchais très bien au niveau études. Et puis, à la suite de problèmes familiaux, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, qui en voulaient à ma mère, et pour se venger un peu de ma mère, ils se sont vengés sur le fils, donc leur petit-fils, et ils m'ont sorti de l'école à 15 ans pour soi-disant que je gagne des sous, alors qu'ils étaient, comme on dit maintenant, pourris de thunes dans les cités. Et on m'a donc mis au travail à 15 ans, alors que je voulais faire une agrégation d'histoire et rentrer à l'école des Chartes pour faire de la recherche sur l'histoire. Vous aviez une visée très haute. Oui, mais parce que l'enseignement ne me tentait pas trop, donc je voulais plutôt faire de la recherche. Et cette recherche, j'ai continué à la faire après, tout au long de ma vie, avec un travail alimentaire qui m'a Quel genre plu. De travail ? J'ai d'abord été représentant basé à Toulouse sur une vingtaine de départements. Je vendais du matériel pour hôtels et restaurants. Et puis après, je suis passé de l'autre côté de la barrière et je suis devenu acheteur industriel, c'est-à-dire que je travaillais chez un fabricant et je recevais les représentants et j'achetais au meilleur prix pour pouvoir fabriquer. Vous saviez comment faire ? Oui. Vous aviez vendu. Voilà, c'est un peu triché. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent chez les vendeurs que l'on va chercher les acheteurs. Oui. C'est assez parce classique. que l'achat, c'est pas un travail, contrairement à ce qu'on pense, c'est un travail de contact, c'est un travail de confiance avec le fournisseur. On peut être dur en affaires, sans pour ça... moi, j'exècre, par exemple, les acheteurs des grandes surfaces, qui ne sont pas des acheteurs, c'est des requins. Ils sont absolument affreux avec les fournisseurs. Moi, j'avais de bons rapports avec mes fournisseurs, mais Hélas, les années ont passé, voilà. Et la situation économique n'est plus tout à fait la même, je pense. Donc j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, à lire, à me parallèlement, documenter. alors. Voilà, ouais. Vous faites une émission qui n'est pas récente, mais vous avez changé le format. Quelle en a été la raison ? La raison, c'est qu'on s'est aperçu que l'attention des gens était difficile à tenir pendant 15 ou 17 minutes. Donc on a eu l'idée de faire, à partir de ces chroniques, des petits spots de 5 ou 7 minutes qui reprennent la teneur de ces chroniques, mais en les résumant un peu et en les faisant peut-être sur un ton un peu plus amusant, un peu plus convivial, qui retiennent un peu plus l'attention de l'auditeur. Donc le contenu, a priori, n'a pas changé. Non. Vous racontez toujours la petite histoire qui se cache derrière l'officiel, mais d'avoir ainsi raccourci le temps a dû vous obliger à travailler plus et à modifier le contenu et l'écriture. Oui, parce que c'est vrai que il y a moi je suis j'ai toujours été très littéraire. J'ai une phobie de tout ce qui est
sciences techniques, physique, chimie, choses comme ça. J'ai horreur de ça. La technique, je ne connais pas. J'ai eu mon brevet avec 2 sur 20, autrement dit 6 sur 60 en maths. Il faut dire que la dernière année que j'ai faite, je ne m'entendais pas avec mon prof de maths qui, à la veille du dernier trimestre, m'a dit « Christian, tant que tu ne m'auras pas fait d'excuses, tu ne remettras pas les pieds dans mon cours. » Je n'ai pas remis les pieds dans son cours. D'où le 2. D'où le 2. Par contre, en face, j'avais un 17 ou un 18 en histoire, j'avais un 16 en français, alors ça a bien compensé. Et je vous ai entendu, effectivement, on sent que ça coule de source. Mais ce n'est certainement pas dans les manuels que vous aviez à l'école, même si votre prof était sympa, que vous avez pris les faits que vous racontez. Vous les trouvez où? Parce que ce sont quelque part des anecdotes, mais des anecdotes vraies. Oui, parce qu'en plus, bon, si vous voulez, dans mes chroniques, je raconte des petits détails de l'histoire, mais je remets aussi la pendule à l'heure sur certains personnages, comme par exemple Henri III qui figure sur la page de mon livre, qui n'a jamais été le roi homosexuel qu'on a dit, c'était au contraire un grand coureur de femmes. Donc je remets un petit peu tout ça en question. Alors, c'est un gros effort là. Hein. Voilà, où je trouve, je vais un petit peu consulter sur Internet, je lis beaucoup. Et voilà, et je forme une somme et j'essaye de faire la part des choses entre les différents écrits, parce que le travail d'un historien, c'est de faire un peu le ménage entre ce qui s'écrit. Et il y a plusieurs versions. Voilà, exactement. Il y a la version officielle déjà, voilà, qu'on nous a obligés à écouter, et puis il faut chercher un petit peu les autres versions. Radio CHU, c'est ta radio. Et y a-t-il une période de l'histoire que vous préférez? Oui, le Moyen-Âge. Ah, carrément le Moyen-Âge. Bien. Alors, ce que j'ai remarqué dans vos chroniques, c'est que vous dites quelque part que l'histoire n'est pas figée. Oui, bien sûr. Et alors, pourquoi n'est-elle pas figée? Enfin, les profs d'histoire nous la faisaient un peu figée. Voilà, exactement. Et on parlait tout à l'heure, d'Henri III. Oui. Il y a eu au XIXe siècle des historiens, même célèbres, dont Michelet, par exemple, qui a fait du Moyen-Âge une période noire, une période d'obscurantisme, alors que énormément d'inventions viennent du Moyen-Âge. Christophe Colomb n'aurait jamais vu l'Amérique si le Moyen-Âge n'avait pas eu lieu, parce que la caravelle, c'est une invention du Moyen-Âge, le sextant, c'est une invention du Moyen-Âge, l'astrolabe, c'est une invention du Moyen-Âge. Ce n'est pas du tout cette... Or, le 19e siècle a noirci le Moyen-Âge, on a fait du Moyen-Âge une période absolument bâtarde, ça se retrouve dans l'architecture. Les restaurations de châteaux faites par Viollet-le-Duc, c'est quelque chose d'absolument abominable. Il a fait du carton-pâte, on se croirait à Walt Disney. À Walt Disney, voilà. Bon, des historiens récents ont travaillé, par exemple, pourquoi Henri III était considéré comme homosexuel? C'était un homme qui n'aimait pas la chasse, n'aimait pas la guerre, qui se lavait à une époque où il était de bon ton de sentir le sanglier, et qui avait épousé une femme qu'il aimait, Louise de Lorraine. C'est le seul roi de France qui a fait un mariage d'amour. Sa femme ne lui a rien amené, et il a réussi à tenir tête à sa mère, et Dieu sait quelle mère, à savoir Catherine de Médicis, pour épouser cette femme. Et comme il adorait cette femme, mais qu'il était très porté vers les femmes, il avait des maîtresses, mais il avait le bon goût de ne pas les afficher à la cour. De manière, voilà. Quand il est revenu de Pologne, puisque Catherine de Médicis l'avait fait élire roi de Pologne pour l'éloigner un peu du trône de France, il est revenu de Pologne quand son frère est mort pour prendre le trône de France. Eh bien, de Pologne en France, il a tenu à faire un crochet par Venise, où sévissait, entre guillemets, une courtisane nommée Eleonora Blanco, qui était célèbre dans toute l'Europe, pour pouvoir consommer et la connaître bibliquement, parce qu'il avait envie de cela. C'était, on dirait maintenant que c'était un queutard, quoi. Alors l'expression. On en passe, on le considère comme homosexuel. Et bien, tout ça, c'est dû à des recherches récentes. C'est pour ça, l'histoire, ça évolue. C'est-à-dire que la lecture de l'histoire évolue peut-être. Oui, et puis... Parce qu'elle n'a pas changé. Henri III n'était pas galant, comme on l'a dit. Il était amoureux de sa femme, c'est un fait.
Mais on ne le savait pas. Non, on ne le savait pas parce que on n'avait pas les moyens de rechercher. Et puis on se complaisait. Vous savez, l'histoire, elle est faite par des mémorialistes qui, la plupart du temps, sont payés par le pouvoir pour dire du bien. Alors par contre, il y avait une presse d'opposition, il y avait des pamphlets, mais il fallait les retrouver. Il n'y avait pas de liberté de la presse. Mais c'est quelque chose d'important. Moi, je vois maintenant, les gens vous sortent des opinions de ce qu'ils ont entendu sur TF1 ou sur leur journal. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'achetais l'Humanité et j'achetais le Figaro. Et je me faisais une opinion entre les deux. Maintenant, on est en train de perdre notre libre arbitre. Et l'histoire, c'est une question de libre arbitre. Il faut tout à fait. faire un petit peu le ménage dans toutes les données que l'on a. Voilà. Vous précisez au début de votre livre combien l'histoire fait partie de la culture générale. Et vous écrivez, c'est charmant. Et puis mince, la culture générale, c'est chouette, même si ça ne rapporte pas des sous. Mais vous vous intéressez à tout. La nourriture, les impôts, le poil dans l'histoire, le plus vieux métier du monde. Nous sommes là dans la vie courante. Puis au quotidien, vous évoquez différentes périodes. La ville au Moyen-Âge, donc que vous aimez tant. La féodalité en Palestine, tiens, on est dans une autre histoire. Et les décès bizarres. Puis vous abordez des personnages aussi divers que variés. Avez-vous fait un choix dans les différents chapitres, ou plutôt rubriques que vous aviez faites, en fonction de votre attirance plus ou moins grande pour les sujets ? Disons que j'ai tenu à réparer des ans l'irréparable outrage. Voilà. À savoir que certains personnages sont absolument méconnus. Beaumarchais, qui est très connu comme étant un auteur dramatique, a été quand même un contrebandier important, agissant pour le compte de Louis XVI. Oui, il a été en prison, mais ça c'est parce que lui aussi il avait des aventures amoureuses et il se mettait un peu en travers de certains nobles. Mais il faut quand même savoir que Louis XVI, ne pouvant pas aider les insurgés d'Amérique, il a demandé à Beaumarchais de créer une société pour exporter des armes que Beaumarchais achetait avec l'argent du roi, et il était donc un peu contrebandier. Je fais une rubrique aussi sur les compagnons de Jeanne d'Arc, qui étaient tous des hommes de guerre, des monstres, puisqu'il y a eu Gilles de Rais notamment. Et je dis avec ironie que le véritable miracle de Jeanne d'Arc, c'est d'être restée vierge au milieu de tous ces hommes de guerre. En avez-vous la certitude ? Ça, on ne sait pas, puisque même certains historiens disent que c'était un homme. Donc, vous voyez, là aussi, c'est très... Alors, par contre, là, j'ai remarqué, vous nous révélez des faits qui sont un petit peu décevants, pour moi, du moins. Par exemple, Ravaillac, on a appris qu'il était l'assassin du bon roi Henri. Mais vous, sans nier qu'il l'a tué, vous en faites que le bras armé d'une coalition. C'est sûrement vrai. C'est dommage. Non, c'est pas le bras armé, c'est que il est allé plus vite que les autres. Voilà, il s'est substitué à un complot qui existait avec Duc d'Épernon, avec Marie de Médicis, sa femme, pour le supprimer. Mais Ravaillac, c'était un bonnet, c'était un grand garçon. Mais on n'imagine pas comme ça, nous enfants, quand on écoute l'histoire. Donc vous rétablissez la vérité. Oui, mais la vérité est beaucoup plus intéressante, puisque sûr. Tel Hercule Poirot, on essaye de savoir qui est à la base de ce meurtre d'Henri IV, à qui profite le crime. Tout à fait. Radio CHU, c'est ta radio. Lorsque vous avez écrit votre livre, avez-vous repris exactement, mot pour mot, toutes les chroniques que vous aviez faites ? Pratiquement oui. Oui. Pratiquement oui, parce que mes chroniques, vous avez vu tout à l'heure que j'enregistrais cette nouvelle formule, je les écris avant. Oui. Mais je les écris, disons que je les ai repris un peu, parce que quand je les écris pour les dire. Oui, donc dans un français parlé. Et j'ai été obligé de les reprendre un peu pour les rendre un petit peu plus littéraires. Mm-hmm. Quand je dis par exemple au micro, vous allez rigoler quand je vais vous dire ça, ça s'écrit pas. Non. Donc je
vous allez rigoler quand je vous dis ça, je le traduis par « il est amusant de noter que… ». Donc il y a eu un travail certain au départ de ce livre. Ouais. Et comment avez-vous pu le faire éditer? Alors là, là, ça va intéresser les gens qui veulent écrire et qui n'ont pas les moyens de se faire éditer, parce que… Un compte d'auteur, ça coûte très très cher. Alors un compte d'auteur, ça coûte très cher. Vous avez mi-compte d'auteur, mais on vous demande à ce moment-là 1000 ou 1200 euros et on vous imprime des bouquins, hein, moyennant quoi vous pouvez en distribuer, vous pouvez… Voilà. Bon. Et puis, alors, Edilivre, c'est un éditeur que j'ai connu par Internet. Alors, vous faites votre manuscrit, vous l'envoyez par Internet, ils le lisent et ils vous l'éditent. Et là, ça vous coûte absolument rien. Parce que ce sont des gens qui éditent à la demande. C'est-à-dire que quelqu'un commande le bouquin, il l'imprime à partir de fichiers qu'ils ont. Ah, j'ai compris. Donc c'est l'inverse. Ils ne font pas de promotion du livre, c'est les personnes qui connaissent votre livre qui vont provoquer son édition. Voilà. C'est curieux comme système. Et moi, quand j'en achète, je les paye. Et logiquement. Voilà, je les paye parce que la seule chose que j'ai déboursée, c'est 90 euros pour faire une couverture personnalisée. Ça, parce que les couvertures sont difficiles. Oui. Vous envoyez une... Mais je ne le regrette pas parce que tous les libraires qui ont pris, voilà, on dit que la couverture était très réussie. Était atturante. Voilà. Ils font du bon boulot, mais ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt. Bon, ceci étant dit... Vous choisissez des sujets quand même, quelquefois, qui sont, je pense, le poil dans l'histoire. Des sujets qui sont tout petits, et vous en faites une chronique entière. Alors, comment faites-vous? Parce que si vous voulez intéresser les gens à l'histoire, il faut les intéresser par de petites choses. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Lire et faire lire. Je vais dans les écoles et je lis. Et j'ai choisi la difficulté, à savoir que j'ai un cours de CM2 au Grand Parc, où sur 27 élèves, j'en ai 5 de peau blanche. Mais ces gamins, évidemment, l'histoire, ils en sont loin. Mais ils sont passionnés par l'histoire parce que la manière dont je leur raconte... sur des petites anecdotes, sur des petits trucs. Bon, le poil à travers l'histoire, c'est drôle. La beauté à travers l'histoire, c'est drôle. Sachant que l'Égypte ancienne, c'était des formes très androgynes, des femmes minces, comme on les a maintenant, comme le mannequinat actuel. Mais par contre, à la belle époque, ou au XVIIe siècle, il était, là, comme j'écris, la fossette fessière était à la mode. Il était de bon ton d'être bien en chair. Mais Tartuffe dit bien cacher ce sein que je ne saurais voir. Bon. Alors que par exemple au Moyen-Âge, sous l'époque d'Agnès Sorel, on montrait ses seins, on allait même jusqu'à maquiller le téton de manière à le mettre en valeur. Donc tout évolue. Le but, c'est de montrer des aspects un petit peu cachés, un peu bizarres de l'histoire pour passionner les gens et les amener à l'histoire, à la grande histoire, par le biais de la petite histoire. Que n'avez-vous été professeur d'histoire? Combien de classes auraient pu aimer l'histoire grâce à vous? C'est quand même très dommage. Mais je vais vous faire une confidence, j'aime pas trop les enfants, donc... C'est pas vrai. C'est pour ça que vous parlez dans un micro. Oui, c'est pour ça. Mais bon, je vois par exemple les gamins à qui je fais la lecture dans ce cours de CM2, c'est vrai qu'ils sont particulièrement attachants. Quand la fin de l'année arrive et que je m'en sépare, c'est vrai que bon, ça me... Mais ils sont intéressants parce que j'explique aux enfants que la culture et l'intelligence, c'est différent. Vous pouvez ne pas avoir de culture et être intelligent, et vous pouvez avoir de la culture et être con comme un balai, je m'excuse du terme. Et j'explique aux enfants, et ces enfants sont intelligents. Quand vous le... J'essaye, quand je leur explique un mot, par exemple, ou que je leur explique quelque chose, de faire ce que faisaient Platon et Socrate, la maïotique, c'est-à-dire de les faire accoucher de la chose. Et je ne leur donne pas, ex abrupto, la signification d'un mot. Je leur dis, est-ce que ça ne vous fait pas penser plutôt à un autre mot? Et c'est eux qui trouvent. Et à partir du moment où ils trouvent... Bon, ils s'en souviennent. Et ils sont intelligents, parce qu'ils trouvent, quand je leur soumets ce genre d'énigme, ils trouvent au Grand Parc. Pas à Codéran ou dans des banlieues chics. Ils sont intelligents. Ce qui leur manque, c'est la confiance en soi et la culture en l'apprenant. En général, oui. Voilà. Donc,
c'est un travail. Le travail d'enseignement, c'est ça. C'est de faire naître chez l'enfant une intelligence. C'est pas de bourrer le crâne, comme était l'éducation nationale dans le temps, où on vous faisait apprendre par cœur des choses. Par cœur, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Alors c'est bien le par cœur, parce que ça vous permet quand même de graver des choses dans votre esprit. Mais faut arrêter, l'éducation nationale doit faire des gens sensés, et non pas des gens obligatoirement savants. Il n'y a qu'à entendre nos élites quand ils parlent au micro. D'abord, ils ne maîtrisent pas tous bien le français. Non, c'est sûr. Et dès que vous les sortez de leur chenal... Et du papier qu'ils ont. Et du papier qu'ils ont, ils sont d'une ignorance crasse. Voilà. Moi, j'essaye d'être un humaniste, c'est-à-dire d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on fait et de s'intéresser à plein de choses. Moi, je m'intéresse au travail je vais aller dans l'atelier d'un ébéniste, je vais m'intéresser au travail de cet ébéniste. C'est beau ce qu'il fait. Bon, j'apprends quelque chose. Il faut faire naître dans l'esprit des gens la soif d'apprendre et non pas le fait d'étaler son truc, comme dit le célèbre truc, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bon, voilà. Mais vous voyez, quand j'étais enfant, on me reprochait d'être trop curieuse, et je me suis rendu compte que finalement la curiosité n'était pas un défaut. Parce qu'on apprend énormément de choses grâce à la curiosité. Oui, mais on s'intéresse. En étant curieux, vous posez des problèmes, parce que vous posez des questions auxquelles les adultes n'ont pas obligatoirement envie de répondre. Ah, quand j'étais enfant, mais en voilà. grandissant, ça s'est arrangé. J'avais les savez, réponses. Oui, mais enfin, je ne sais pas si ça a beaucoup changé quand même. Eh bien, nous avons passé une demi-heure en votre compagnie sans voir le temps passer tant vos histoires étaient passionnantes, Christian Massé. Merci de nous avoir consacré ce moment. Nous sommes sur les ondes de Radio CHU. Nous étions dans l'émission L'invité de Radio CHU en compagnie d'un producteur qui, pour une fois, ne s'est pas caché derrière sa voix. Je vous remercie de m'avoir reçu.